Monsieur Jopek, en tout cas, je suis ravi de vous recevoir à l'occasion de cet entretien qui va ouvrir notre séminaire sur l'accessibilité des dispositifs de médiation en situation Covid. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps sur votre agenda, alors que je vous ai sollicité quasiment un peu au débeauté, en tout cas très rapidement, de participer et d'ouvrir ce séminaire, même si c'est en ligne. Déjà, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter, me dire quel est votre rôle, peut-être votre parcours aussi, parce qu'évidemment, vous connaissez particulièrement bien la question des musées. Oui, d'abord, pour débuter, tous mes remerciements à vous, Florent Orsini, pour m'avoir invité à prendre la parole en ouverture de ce séminaire auquel je ne peux pas assister dans toute sa durée. Vous dire en quelques mots qui je suis. Je suis depuis une trentaine d'années au ministère de la Culture et surtout depuis 10 ans, avant de prendre les fonctions que j'ai aujourd'hui de haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion, j'ai été l'administrateur général de deux établissements publics qui tous les deux connaissaient des questions, voire des difficultés pour la prise en charge de l'accessibilité, qu'elle soit celle bâtimentaire ou physique, qu'elle soit celle des œuvres elles-mêmes. Tout d'abord à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, quai Malaquais, la question a été essentiellement une accessibilité bâtimentaire, ce très vaste et magnifique site historique qui était très inaccessible et pour lequel il a fallu un chantier absolument considérable sur les 5-6 dernières années pour parvenir à le rendre accessible à toute personne en situation de handicap. Et aussi d'ailleurs, et ce sera sans doute un point sur lequel on reviendra, accessible et en tout cas plus confortable, plus ergonomique dans sa pratique pour tout le public, qu'il soit en position ou non en situation ou non de handicap. Et puis, j'ai été ensuite, pendant près de 5 ans, l'administrateur général du Musée national des arts asiatiques Guimet. Et là, contexte un peu différent, puisque le musée a fait l'objet de travaux considérables il y a une quinzaine et même presque 20 ans maintenant, donc accessible physiquement de manière satisfaisante, même s'il y a toujours des progrès à faire, évidemment. En revanche, la question se posait cette fois-ci sur l'accessibilité des œuvres elles-mêmes, question aussi qu'on retrouve ailleurs, dans le spectacle vivant, par exemple. C'est une question extrêmement prégnante. Et là, dans les musées, on sait qu'on a déjà exploré beaucoup de possibilités, on a mis en place énormément d'outils, mais il reste sans doute beaucoup à faire, et c'est d'ailleurs l'objet de votre séminaire d'aujourd'hui, que de réfléchir dans la situation d'après-crise sanitaire à ce que sera l'évolution des outils numériques, de la médiation en général, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour le public dans son ensemble, puisqu'en général, il faut le redire, même si je crois que toute personne intéressée à la situation du handicap le sait, toute amélioration, tout dispositif, toute initiative qui va en direction des personnes en situation de handicap bénéficie à l'ensemble du public par la possibilité nouvelle d'une médiation plus fine, plus novatrice, plus confortable. Très bien, je vous remercie. Alors, vous avez insisté effectivement sur l'effort d'accessibilité, la mise en place de nombreux dispositifs dans des musées ou encore dans les spectacles vivants. Et vous avez mentionné effectivement cette accessibilité après la crise sanitaire. Et justement, quel est votre regard sur la crise actuelle, sur la question du toucher qui impacte, qui aujourd'hui est parfois diabolisé, enfin non pas diabolisé, mais en tout cas, on parle de gestes barrières. Comment vous voyez l'évolution de ces pratiques? C'est vrai que c'est particulièrement paradoxal. Depuis 3 mois, nous vivons avec des gestes barrières et les outils que nous avons mis en place dans les musées et dans d'autres institutions culturelles d'ailleurs, mais particulièrement dans les musées, sont justement des outils qui sont des portes ouvertes et non pas des gestes barrières. Donc, on a eu en quelques semaines une espèce d'évolution, un virage total sur la perception de la destination de ces outils qui, en période de fermeture, évidemment, la question ne s'est pas posée, mais qui, lors de la réouverture
progressive que nous vivons en ce moment des établissements patrimoniaux, c'est vrai pour les musées, c'est vrai pour les monuments historiques, constituent maintenant des objets d'interrogation de la part du public pour, en tout premier lieu, des questions sanitaires, puisque en fait, le plus petit geste que nous faisons aujourd'hui dans un espace public, nous le faisons après avoir pris du gel hydroalcoolique, après avoir passé une lingette, derrière nous on repasse une lingette, on se relave les mains. Donc il est certain que dans des institutions muséales où on a développé énormément d'outils à destination de tous les publics, mais à destination aussi du public visuellement déficient, visuellement en situation de handicap, à travers aussi bien des systèmes d'invitation sonore, d'audiodescription, à se servir ou par le braille, voilà, un clavier braille, à se servir d'un outil numérique, nous sommes aussi confrontés à cette inquiétude du public qui risque de perdurer parce que les gestes barrières, si nous retrouvons peu à peu une vie à peu près équivalente à celle que nous avons menée il y a jusqu'à 3 mois, aujourd'hui, les gestes barrières, le port du masque, par exemple, nous restent très préconisés et peut-être encore pendant quelques mois, en espérant que les situations nous n'ayons pas à revivre des situations de ce type. Du coup, la question de savoir ce que nous faisons de ces outils dans leur évolution, dans leur entretien peut-être, mais sans doute dans leur évolution, vers quel type de contact tactile ou non, quel type de solution technique, pour quel type de médiation, qui va forcément avoir un impact de toute façon sur le parcours muséal pour tout le public, nous allons pouvoir mettre en place. Je pense que aujourd'hui, vous initiez, je vous en remercie vivement, cette réflexion. Je crois que nous sommes évidemment au début, parce que c'est vraiment quelque chose que nous connaissons de manière très récente, et c'est un ensemble de nouvelles interrogations. On aurait pu, non pas se reposer sur nos lauriers en matière de médiation numérique, mais on aurait pu considérer qu'on avait acquis un certain nombre finalement de fondamentaux dans cette expérience-là et mis à disposition du public des outils particulièrement performants. Ils restent performants, mais la situation sanitaire nous conduit à les réfléchir peut-être différemment. Et justement, qu'attendez-vous, pour conclure, qu'attendez-vous de ces travaux? Qu'attendez-vous de ce séminaire ou peut-être d'autres séminaires? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de réunir des acteurs aussi divers que cela à une échelle aussi internationale? Je dirais qu'il y a sans doute deux choses principales, pas principales, pardon, mais deux choses, on va dire, essentielles à aborder et deux questions à avoir à l'esprit. Celle qu'on vient d'évoquer là, très très rapidement, qui est finalement toute la question sanitaire, hygiénique, de protection, de confiance du public à l'égard d'outils que subitement, depuis quelques semaines, il peut percevoir de manière différente et plus péjorative. Ce n'est peut-être pas la question la plus complexe parce qu'on sait combien les techniques, la technologie peut nous offrir des solutions. Néanmoins, il y a très certainement voilà, des choses à entreprendre, des modalités d'innovation, avec ce risque que nous avons quand même, que nous avons observé depuis le ministère de la Culture, qu'en 2 mois, 3 mois, nous avons eu une formidable progression de la consultation de la culture numérique. Avec un site comme Culture chez nous, nous avons pu réunir des millions de personnes derrière des centaines de propositions culturelles, qu'elles soient celles du ministère de la Culture et de ses établissements, qu'elles soient celles des établissements territoriaux, des collectivités, des associations. C'est une pratique de la culture à distance, de la culture derrière sa barrière, dont il va falloir prendre toute la mesure aujourd'hui pour ne pas considérer ou amener à considérer qu'un public devenu peut-être inquiet de la situation sanitaire qui peut perdurer ou simplement parce que cette inquiétude s'est installée dans les esprits, il ne faudrait pas que cette culture, cette pratique numérique
nous éloigne et éloigne le public d'une pratique in situ, avec un contact très direct à l'œuvre à travers, pour toutes les personnes en situation de handicap, des dispositifs qu'on peut mettre en place. Donc ça, il y a quelque chose à quoi il faut que nous veillions, parce que même s'il est frustrant de recevoir la culture via des outils numériques, c'est aussi un confort et c'est aussi une sécurité et c'est aussi une confiance. Donc il faut les réintroduire, non pas dans un espace virtuel, mais bien dans un espace réel qui est celui du musée, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, du patrimoine. La deuxième chose qui me semble très importante et qui est liée à ça, en fait, c'est que ce soit pour un public en situation de handicap ou non, nous avons, et on sait bien que le ministère de la Culture et les collectivités territoriales et les établissements culturels sont très attachés, nous avons un sujet peut-être prioritaire qui est celui de l'éducation artistique et culturelle. Et plus généralement, qui est la question du public jeune. Pas forcément du jeune public, mais du public qui, au fond, va bénéficier grosso modo d'une gratuité jusqu'à 25, 26, 28 ans, 30 ans parfois, suivant les établissements. Ce public-là, en situation de handicap ou non, est extrêmement averti dans l'usage des moyens numériques, et il a nécessairement une très grande attente, parce que c'est sa culture. Elle vient subitement de se renforcer et presque de se généraliser à son espace familial, à des parents qui en avaient peut-être moins la pratique, voire à des grands-parents, à des aînés, etc. Mais en tout cas, générationnellement, on a là une pratique très, très forte. Et cette pratique très forte, elle est attendue aussi dans l'espace réel du musée. Donc aujourd'hui, on peut difficilement imaginer entrer dans un musée, dans un site, dans un monument historique, sans être accueilli par des moyens numériques qui permettent de faciliter la visite, de la rendre plus intéressante, agréable, plus accessible, etc., etc. Ça, c'est aussi, me semble-t-il, un point extrêmement important. Je vais redire la palissade, nous la connaissons tous. Hein. Le jeune public d'aujourd'hui, c'est celui qui nous fera notre public de demain. Les enfants que nous pouvons conduire avec les moyens générationnels qu'ils connaissent vers les musées et vers les œuvres, c'est le public qui viendra dans une vingtaine d'années adulte, dans une trentaine d'années avec ses enfants à son tour. Il est donc très important de ne pas être en décalage par rapport à cette attente. Et vous le savez, cette attente, elle est extrêmement diversifiée. Elle bouge sans cesse, les moyens techniques évoluent sans cesse, et c'est cette mécanique-là qu'il faut pouvoir mettre en place et assurer. C'est un sujet qui croise complètement le sujet de l'accessibilité pour les personnes qui ont des questions qui connaissent des questions de déficience visuelle. Ça n'en est pas du tout éloigné. Je pense que tout ce qu'on peut entreprendre dans ce cadre-là a une vocation à constituer des éléments de visite nouveaux, innovants, séduisants, attractifs. On mettra tout le vocabulaire qu'on veut derrière. Hein. Mais là, comme ailleurs, dans les politiques qu'on mène pour les personnes en situation de handicap, ce que nous faisons pour ce public en situation de handicap, nous le faisons pour tout le public. Tout le public, tous les visiteurs sont toujours bénéficiaires de ces moyens que nous mettons plus particulièrement pour offrir l'accessibilité d'une visite ou d'un site, d'un musée. Écoutez, cela nous fait une parfaite introduction à notre séminaire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jopek, pour nous avoir consacré ce temps. Vous avez bien souligné qu'au-delà de l'accessibilité, en fait, nous avons nous allons parler d'une question beaucoup plus universelle quelque part, d'un accès à différents dispositifs de médiation, et que les solutions, les idées qui seront générées ici seront aussi valables pour beaucoup de différents cas. Il me permet juste d'ajouter, puisque vous parlez de cette universalité, je crois que c'est le désir profond de toutes les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire d'être considérées absolument comme des personnes, et donc avec cette capacité que leur expérience, que leur retour d'expérience, comme on dirait volontiers aujourd'hui, va être utile et va proposer des formes de médiation de la culture qui concernent tout le public. Je crois que c'est aussi un point, il faut l'avoir à l'esprit, auquel s'attachent énormément les personnes en situation de handicap, parce que c'est une forme d'inclusion. Ce serait tout un grand sujet aussi, voilà. Mais c'est une forme essentielle de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société et dans la recherche de la construction d'une société inclusive.
Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie vivement de votre invitation et puis je souhaite à tous un excellent après-midi de travail. Et puis, bien sûr, j'espère qu'on se revoit bientôt et in situ, des visus, des auditus et voilà, en présence réelle. En tout cas, j'y serai très attaché.